Nous allons commencer. Merci d'être là ce matin. Je sais que la journée d'hier a été un succès. J'imagine que cette matinée le sera aussi. Dans le cadre de ce colloque, vous avez plutôt vu hier vous avez pu aborder un état des lieux, des questions de précarité et puis des témoignages d'intervention, de dispositifs, la place aussi des professionnels dans la question de la précarité, de la santé mentale et des addictions. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir une approche un petit peu plus analytique, en regardant notamment les travaux d'étudiants, les analyses d'articles, regarder ce qui se fait dans les thèses de médecine. Et pour ça, j'ai donc invité les deux premiers intervenants, donc Marie-Thérèse Salmy, coordinatrice du DU Santé Précarité, et Fabrice Bonnet, professeur de médecine interne au CHU de Bordeaux, qui vont nous présenter à deux voix l'analyse de contenu des mémoires du DU Santé Précarité. Ils ont à peu près une demi-heure pour faire cette présentation. Il s'en suivra une autre présentation et les questions, on les groupera à la fin après les deux présentations. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Linda. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci en tout cas d'être là ce matin également. Alors je me propose de vous dire un petit peu la lecture que j'ai pu faire sur un certain nombre d'années. Donc j'ai pu remonter jusqu'à 2013-2014, en sachant que pour des raisons de rotation de personnel, on n'a pas pu remonter jusqu'à la création 2010. Ceci étant, ça nous donne quand même un certain nombre de mémoires que le professeur Bonnet et moi-même, donc Fabrice et moi, lisons chaque année, bien sûr. Voilà. Je vais quand même vous faire un petit historique de ce DU et rendre à César ce qui est à César, parce que ce DU, qui a vu le jour en 2010, c'est une reprise d'un DU qui existait déjà. Le docteur Baudin était là hier dans la salle. Il en a été à l'initiative. Et pendant plusieurs années, ce DU sur les précarités a pu se faire au sein de l'université. Et puis, à partir des années 2000, et par expérience, je peux vous en parler, puisque j'ai essayé dans ma vie professionnelle d'inscrire un certain nombre de mes infirmières, et chaque fois on me répondait il n'y a pas suffisamment d'étudiants, donc le DU n'aura pas lieu. Et puis, les choses avançant, en 2010, le professeur Henry, qui est neurologue, qui est toujours professeur émérite, qui était là également hier, est passé au moment de sa retraite avec encore une vie très active de bénévole à Médecins du Monde, et secondé par François Cougoul, le docteur Cougoul, et puis toute l'équipe de Médecins du Monde de l'époque, donc Christophe Adam qui est là également aujourd'hui, sont venus proposer de réouvrir, ou d'ouvrir en tout cas, ce DU à l'ISPED. Donc ça a été fait, et voilà, donc ça a été fait en 2010. L'année prochaine, nous fêterons nos 10 ans. On a eu une année d'interruption par faute de candidats, puisqu'on n'avait que 6 candidats, et on jugeait avec Fabrice et l'équipe pédagogique que 6 candidats, si au fil de l'eau on en perdait, on aurait à ce moment-là peu de personnes. Voilà, donc on a continué à travailler comme ça. Et bien sûr, ce DU, 7 modules d'enseignement qui, de décembre à juin, c'est à peu près 6-7 heures de cours sur les 2 journées, qui sont généralement jeudi et vendredi. Le professeur Henry avait beaucoup insisté pour que cela soit ouvert aux médecins, mais aussi ouvert, nous avons aussi fait un éventail beaucoup plus large, aux paramédicaux, aux personnes travaillant dans le paramédical, mais aussi aux travailleurs sociaux. Mais on n'a pas non plus fermé la porte à toutes les personnes, on les a évoquées hier, travaillant dans les associations et bénévoles. Ceci dit, les premières années, on n'a pas eu beaucoup de médecins. Les choses sont en train de s'inverser, puisque pour la première fois, on a à peu près un quart de notre promotion, qui est de 14 cette année, avec des médecins. La candidature se fait sur lettre de motivation et un CV, et que nous regardons, bien sûr, Fabrice et moi. Voilà. Ce DU s'évalue, bien sûr, aussi, et s'évalue sur un écrit d'1h30,
Et bien sûr, je vais vous en parler plus abondamment par un mémoire qui est soutenu généralement en septembre. Et comme tout diplôme universitaire, on a bien sûr une session de rattrapage en novembre. Donc j'ai pu faire, je suis repartie sur à peu près 66 mémoires. Donc vous voyez, il me manque un peu les premières années. 66 mémoires dont le contenu est très très varié et je vais pouvoir vous en parler. Ces questions des mémoires, elles émanent souvent des personnes qui arrivent et qui ont déjà un vécu professionnel et qui ont déjà cette idée de la question. Mais c'est beaucoup en lien malgré tout, et vous allez le voir dans l'analyse, avec les lieux de stage, parce que ces lieux de stage sont quelquefois des lieux d'étonnement et permettent aussi de faire émerger des questions. Ce qui est intéressant de voir dans l'analyse de ces mémoires, c'est que le contenu des enseignements est beaucoup utilisé. Bien sûr, après, ça se base, comme tout mémoire, sur des recherches bibliographiques, mais ça quand même donne une très grande richesse d'abord pour les étudiants à aller chercher un peu toutes ces informations et à les analyser, mais aussi pour nous en tant que comité pédagogique, on apprend toujours des choses à travers ces soutenances. Les thèmes des mémoires, pardon. Alors, je vais vous en faire un peu un catalogue. Je n'ai pas chiffré parce que je vous donnerai des titres ensuite pour illustrer, mais vous allez voir entre la description soit des dispositifs, soit des publics, mais vous allez voir également que de l'offre de soins, les choses sont très intriquées. Il n'y a pas seulement un descriptif ou une analyse d'un dispositif, parce que ça correspond aussi à comment les publics les utilisent. Donc, j'ai fait un peu ce catalogue en disant que soit on voit les dispositifs soit institutionnels, les PASS, les dispositifs d'équipe mobile de précarité et de psychiatrie, beaucoup de mémoires sur les centres d'hébergement, mais aussi des mémoires sur le monde associatif, qui peuvent être aussi des lieux de stage. Les lieux d'hébergement sont souvent aussi dans l'associatif. Les descriptifs de ces dispositifs peuvent être soit sur des équipes fixes, mais de plus en plus, les choses évoluent également et on s'aperçoit que ça correspond aussi à l'offre de soins, et on en a longuement parlé hier, c'est d'aller vers. Et donc, c'est aussi beaucoup d'équipes mobiles pour le thème de ces mémoires. Et là encore, on l'a évoqué hier, Stéphanie van der Toren parlait des différences qu'elle pouvait percevoir entre les zones rurales et les zones urbaines. Eh bien, c'est un peu la même chose dans nos mémoires. Les publics, je ne vous apprendrai rien, ce sont soit des personnes sur des trajectoires de migration, et ça fait quand même c'est très fréquent en tout cas, soit aussi des personnes, des publics qui sont vus en situation d'errance. Alors on pense souvent aux jeunes, mais pas forcément. Mais là, on est quelquefois dans des contenus de mémoire qui relatent davantage des faits sociétaux. Et c'est aussi intéressant parce que ça fait partie aussi de ces populations silencieuses qui n'accèdent pas aux soins ou qui sont très difficiles pour aller chercher, sauf peut-être à se déplacer, et en particulier la nuit. Ensuite, on a des publics, on peut avoir aussi les mémoires beaucoup sur les femmes et les femmes enceintes, qui est une période, là aussi, ça a été évoqué hier par Stéphanie, de grande vulnérabilité. Et bien sûr, femme, qui dit femme enceinte, c'est aussi femme avec enfants, et comment elles utilisent tous ces dispositifs. Une autre population qui apparaît dans l'analyse du contenu, ce sont les mineurs non accompagnés. Donc, soit parce qu'ils utilisent des dispositifs, soit parce qu'ils sont dans des foyers d'hébergement. Là encore, c'est assez fréquent d'avoir des mémoires qui traitent de ces jeunes. Et puis, je les ai évoqués déjà,
toutes ces populations silencieuses. Et on a eu un mémoire l'année dernière sur les travailleurs non salariés, qui est aussi une population qui peut être en grande vulnérabilité ou en tout cas en grande précarité, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir accéder ou qu'on pense être facilement pour eux accessible pour leurs soins. Je continue toujours sur ces thèmes, mais là encore, j'insiste beaucoup pour dire que c'est très intriqué entre les publics, les dispositifs, c'est l'offre de soins. Alors, soit elles sont très caractéristiques et descriptives des centres de soins hospitaliers, et en particulier les PASS, qui d'ailleurs détiennent le palmarès de nos mémoires, puisque il y en a, sur les 66, il y en a bien un tiers qui traite d'accès aux soins par les PASS. Donc vous voyez que c'est les PASS qui existent depuis 1998. On n'a pas refait de choses particulières sur cette journée, mais on voit bien qu'à 20 ans d'existence de ce dispositif, qui n'a pas disparu, mais qui a toute sa place dans l'offre de soins hospitalière. Ça peut être aussi l'offre de soins dans un système caritatif. Et puis surtout, on voit, et là, ça correspond beaucoup aux mémoires qui sont faites par les infirmières suivant cet enseignement, les alternatives en matière d'offre de soins ou d'autres façons d'aborder le soin. J'ai déjà évoqué l'accompagnement vers, aller vers, mais aussi l'accompagnement au long terme. On en a aussi parlé hier. Vous avez entendu hier les expériences, hier après-midi, où les gens disaient qu'il fallait même être dans l'accompagnement physique pour que les choses se passent bien, et en particulier en santé mentale, puisque c'est aussi le propos de notre séminaire sur ces 2 journées. Mais également des choses assez extraordinaires comme l'art-thérapie. On voit bien que c'est un peu en parallèle avec ce qui vous a été dit hier par la psychomotricienne qui a innové dans un centre d'hébergement cette pratique et qui donne des résultats. Maintenant, après, on en discutera probablement. L'idée, c'est peut-être d'aller vers l'évaluation de tout ça. Et bien sûr, on n'oublie pas que on est ici en santé publique, on est dans cet institut et on a aussi des modules sur la promotion de la santé et tout un module d'enseignement sur les inégalités sociales de santé. Et donc là encore, on peut le retrouver dans nos mémoires, soit sous la forme d'éducation thérapeutique, soit sur la forme d'ateliers en santé sexuelle. C'était un mémoire de la dernière promotion, mais aussi sur les inégalités sociales de santé concernant l'alimentation. Et là encore, on retrouve la population des femmes, des enfants, comment travailler cette question de l'alimentation chez les enfants pour des femmes précaires avec des enfants petits. Je ferai un focus un peu plus important sur la santé mentale et les addictions, en sachant qu'en addiction, sur tout le nombre des mémoires que j'ai pu relire et revoir, un seul était vraiment sur l'addiction, et c'était une description fort intéressante et très très détaillée d'un syndrome de Diogène. Je vous rappelle que la conseillère en économie sociale et familiale hier a évoqué justement cette façon d'aller vers les personnes ayant un syndrome de Diogène. Donc en santé mentale, sur les 66 que j'ai pu revoir, 10 concernent la santé mentale. Et quand je dis la santé mentale, c'est vraiment le sens large. Et là encore, hier, Christophe et Marie Boisvert ont bien insisté sur leur co-consultation, de dire est-ce que ça va chez le psychiatre, est-ce qu'on envoie vers la psychologue ou est-ce qu'on envoie sous une autre forme de thérapie. Eh bien là aussi, les 10 mémoires que j'ai pu relire étaient soit sur l'offre et le fonctionnement d'un dispositif, soit aussi beaucoup, et je pense que ça sera le sujet plus tard dans la matinée, sur la collaboration entre les différents services, et en particulier, à mémoire a beaucoup traité cette question de la RCP, qui nous vient de la cancérologie, mais donc réunion de concertation pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle autour de cas
clinique. Et bien aussi, ça a beaucoup été utilisé d'ailleurs au foyer de l'AID avec le réseau Périnate pour les femmes enceintes à la rue, de travailler ensemble sur cette façon de faire. Après, on pourra aussi peut-être penser à des améliorations. Et d'autres dispositifs aussi, mais vous en avez eu des exemplaires, par exemple avec les bailleurs de fonds. Et ça a fait écho pour moi d'avoir entendu ça hier, à l'installation d'un atelier santé-ville dans les années 2010-2012, sur un des quartiers de Bordeaux, où en grande réunion avec tous les professionnels de ce quartier, donc les professionnels de soins, mais aussi les bailleurs sociaux, etc. Et la PMI de ce quartier-là disait « mais personne ne vient, enfin, ou en tout cas beaucoup de maires ne viennent pas aux consultations qui leur ont été proposées ». Et les bailleurs sociaux disant « mais nous, quand on les voit le matin pour venir récupérer des impayés, elles sont déjà dans un état d'ivresse assez important. Donc ça pouvait peut-être expliquer qu'elles n'honoraient pas leur rendez-vous au décours de la matinée. » Donc du coup, du travail a été fait. Bien sûr, on n'est pas venu aborder comme ça brutalement la question de l'alcool, mais à travers d'autres ateliers, on a pu aussi faire venir ces femmes, les décloisonner, parce que ça aussi c'est un mot qui revient souvent, à travers nos enseignements, mais aussi à travers les mémoires, et c'est le terme de collaboration. Voilà ce que je pouvais vous dire un peu en santé mentale. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc, j'ai parlé de la RCP. On a eu aussi, dans ces 10 mémoires, une étude analytique très, très forte et très impliquée enfin, la personne s'était très impliquée parce qu'elle faisait aussi des études en parallèle sur pourquoi je m'intéresse tant aux personnes en situation sans domicile. Donc ça, mais ça a été le seul de ce type-là. On a eu aussi, et ça c'est très peu fréquent, j'ai retrouvé sur les 66 mémoires, 2 mémoires seulement d'évaluation, mais là encore, c'est une question qui est toujours difficile à traiter, et ça vous a été dit hier, pour ceux qui étaient là hier, c'est on fait des choses certaines, est-ce que c'est efficace, c'est efficient, on n'en sait rien, on continue à le faire quelquefois par routine, mais c'est vrai qu'on ne se penche pas toujours sur l'évaluation parce que souvent, elle n'est pas pensée au démarrage de l'action. Et donc, on a eu une évaluation d'une prise en charge avec 2 populations. Là encore, je reviens sur ce que je disais, c'est à la fois population et dispositif. Les dispositifs, c'était le MPP et les CMP. Le 3e volet de ce mémoire, c'était les inégalités sociales de santé, comment la prise en charge dans ces 2 structures peuvent avoir des influences sur la réduction des inégalités sociales de santé en utilisant un score EPIS. Voilà, donc c'était une comparaison de 2 échantillons, mais vraiment, c'est en santé mentale en tout cas le seul qui puisse correspondre à de l'évaluation. Ensuite, on peut avoir aussi, je ne l'ai pas évoqué sous la forme que peuvent prendre les mémoires, mais on a eu des plaidoyers. Le dernier plaidoyer qu'on ait eu, c'était pour une prise en charge psychologique des migrants à Médecins du Monde. Et là encore, ça fait écho avec ce qui a été dit hier, comment la prise en charge peut être de ces populations en situation de migration peut être multifactorielle, si je peux dire. Et un deuxième plaidoyer qui a été dans les premières années de notre EDU, c'était un plaidoyer très fort sur l'AME, voilà, l'aide médicale d'État, et avec une comparaison, donc ça fait à la fois un plaidoyer, mais aussi une comparaison avec tout ce qui se passait, avec tout ce qui se faisait en Europe par rapport à la prise en charge des personnes en situation de précarité et de migration. Un autre, toujours en santé mentale, c'est comment est-ce qu'on accompagne. Là, ça reprend ce que j'ai dit précédemment sur l'accompagnement vers, comment est-ce qu'on accompagne les personnes, les migrants à l'EMPP de Bordeaux. Ça aussi, c'était un dispositif, mais aussi la façon de prodiguer le soin. Encore quelques exemples en santé mentale. Les troubles somatiques révélateurs de maladies mentales. Et là encore, ça fait probablement écho pour vous à ce que Marie Boisvert et Christophe Lagabrielle nous ont dit hier.
Et une autre analyse de contenu, c'était le quotidien. Donc c'était plus une description d'un quotidien des patients d'un groupe d'entraide mutuelle et l'alternative de l'offre de soins beaucoup plus dans l'accompagnement et moins dans le curatif, même si il y avait un œil, bien sûr, de voir si l'observance des traitements se faisait. Encore un énième de cette liste de 10, c'était beaucoup plus politique, c'était comment les violences politiques et sociales des demandeurs d'asile et victimes de traumatismes sont prises en compte dans l'accompagnement et les soins qu'on peut leur proposer en santé mentale. Et dernier contenu que j'ai pu revoir, c'est les mutilations des femmes et donc les répercussions sur leur état psychique. Donc vous voyez, c'est juste pour vous donner un aperçu de l'éventail de ce qu'on peut avoir comme mémoire. Maintenant, on a aussi à faire l'analyse de qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc on peut aussi en tout cas rendre hommage à la créativité et au foisonnement des idées des étudiants, dans le sérieux de leurs informations, dans l'utilisation qu'ils ont des enseignements, mais aussi des personnes relais qu'on peut leur donner pendant le stage. Et puis quand même, je répète, cet apport du stage est très très présent dans un grand nombre de nos lieux de stage. Et la palme, je me répète, revient à la PAS, aux PAS en général, qu'elle soit rurale ou qu'elle soit urbaine, ou qu'elle soit dans des grosses bourgades. Maintenant, on a aussi, me semble-t-il, des choses à améliorer. On en parle souvent en comité pédagogique. Alors après, on est un peu pris par le temps, mais ça aussi, ça a été évoqué hier. C'est comment est-ce qu'on pourrait travailler davantage, parce que des DU sur la précarité, le premier, historiquement, c'est celui de Grenoble avec le docteur Pierre Micheletti, mais après, ça a foisonné. Mais comment est-ce qu'aussi on pourrait faire ici sur la région, avec, par exemple, un DU... ouais, c'est ça, pardon. Comment est-ce qu'on pourrait travailler avec... le DU précarité qui se passe à l'IRTS, par exemple. Il y a aussi un DU précarité et anthropologie et migration avec Laurence Cotobil, que vous avez pour nos étudiants eu en intervention. Mais comment est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des enseignements communs plutôt que d'avoir chacun à faire venir des gens, et peut-être aussi avoir des regroupements d'étudiants avec, là encore, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, des regards croisés, des travailleurs sociaux, des gens de l'anthropologie, mais aussi des gens des soins. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer ça ? Bien sûr, les mémoires, quelquefois, on se dit, ils ne sont pas allés vraiment jusqu'au bout des choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les délais pour l'obtention des stages peuvent être assez longs, et en particulier quand les stages sont demandés dans les institutions, parce qu'il y a toujours la crainte, alors que c'est 5 demi-journées, donc vous voyez, c'est quand même pas très long, mais il y a ces lourdeurs administratives qui font qu'on répond très tard aux étudiants. Donc peut-être que ça a un impact ensuite sur le temps qu'on peut consacrer aux mémoires. Et j'ai souvenir d'un stage d'une étudiante qui a pu faire son stage que début août, lors d'une promotion. Il est évident que rendre son mémoire était sur son lieu de stage, le rendre fin août, on n'a eu vraiment qu'une description, et c'était bien dommage parce qu'elle avait sûrement d'autres choses à nous dire. Voilà. J'ai évoqué cette collaboration qu'on pourrait avoir, mais bien sûr la collaboration, et je vais laisser la parole à Christophe Adam, ça pourrait être aussi déjà avec le département de médecine générale, et avec et je me dis que certains thèmes de mémoire pourraient être approfondis ou alors poursuivis d'une année sur l'autre, si on avait par exemple une étude pilote, voir comment après on pourrait
la mettre en place quand c'est juste dans un projet et qu'ensuite on pourrait le mettre en place, ou d'autres choses qui pourraient être aussi approfondies. Je pense aux femmes enceintes par exemple et à l'alimentation des enfants. C'est un projet fort intéressant dans le mémoire, mais derrière, comment est-ce qu'on peut récupérer cela pour le mettre en place, travailler peut-être aussi avec les équipes de terrain, parce que c'est là aussi où les choses doivent avoir leur sens dans l'intervention de toutes ces questions que se posent tous les étudiants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Maintenant, je vais laisser la place à Christophe et puis on répondra aux questions ensuite. Merci. Ah ouais, je sens. Alors, moi, je vais m'inscrire totalement dans la suite de ce que vient de dire Marie-Thérèse. Alors, je vais redonner un peu des éléments historiques aussi sur la création du DU, parce que c'est aussi intéressant. Le DU, il part aussi d'un constat à Médecins du Monde par Pierre Micheletti, qui était à l'époque président de Médecins du Monde. Le thème d'entrée, c'était le refus de soins par les médecins de l'accueil des patients CMU. Et la posture politique de MDM, moi j'étais à l'époque au conseil d'administration référent sur les programmes France, a été de dire à la fois on dénonce, il faut dénoncer que les médecins ne veuillent pas prendre des gens titulaires de la CMU, de l'AME, mais à la fois il y a aussi un déficit de formation. Donc il faut qu'on infiltre la fac. Le choix d'infiltration de la fac, c'était de dire qu'il faut former les étudiants, des soignants de demain, aux enjeux de santé-précarité. Nous, à Bordeaux, on essaye de reprendre cette volonté nationale avec Françoise Janson, qui était l'ancienne présidente, les chances des réseaux. Et Françoise vient à la fac voir, à l'époque, celui qui était doyen de la fac de médecine, M. Tunon de Lara, en lui présentant le projet. Il l'accueille gentiment, très poliment, et la renvoie dans ses buts, en disant « c'est bien sympathique votre histoire, on boit un coup ensemble », échappage. Donc on rediscute de la stratégie pour essayer de vendre le sujet à la fac, et moi je dis on va aller voir le département de médecine générale, comme je suis médecin généraliste. Et on va voir le département de médecine générale, à l'époque c'était Bernard Guay, et on nous renvoie vers un sympathique médecin généraliste, un peu ancien, en fin de parcours. Et là, on se dit, on se prend une deuxième balle dans la tête en disant ça n'intéresse personne. Et on voit arriver Patrick Henry qui, à l'époque, quitte la fac et demande à être bénévole à Médecins du Monde. Donc tout de suite, on lui dit Patrick, c'est super, venez être bénévole, mais franchement, aidez-nous à infiltrer la fac. Parce qu'on n'y arrive pas. Et avec Patrick et François Cougoul, on essaye de trouver au sein des universitaires celui qui pourrait avoir une oreille un peu attentive à nos préoccupations de militants instables et agités. Et on trouve Fabrice Bonnet, interniste à l'hôpital Saint-André. Et on va voir Fabrice, et Patrick va le voir. Et là, Fabrice, petit théâtre, tac, tac, et puis voilà, les choses se font. Et l'ISPED, Rachid, et les choses commencent à s'affiner, le projet prend forme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, c'est pas si simple que ça de faire de ce sujet un sujet à la fois universitaire, même un sujet de société et un sujet professionnel. C'est pas si simple que ça. Et peut-être que nous, Médecins du Monde, et ça a été l'une des discussions au départ, même sur la création de cette journée, de dire comment on sort, on est militant. Moi, je ne renie pas ni mon parcours militant, ni mes engagements aujourd'hui, mais on est avant tout des professionnels de santé, bénévoles ou salariés, engagés dans un combat qui nous paraît être juste à la fois pour des raisons techniques et des raisons aussi politiques, mais de politique
pas dans le sens politicien de la chose, mais dans le sens d'un combat pour une société, pour un système de santé solidaire. Donc je le redis bien parce que c'est capital, parce que nous n'avons pas au départ été totalement entendus. Et c'est toujours un combat. Et vous faites partie aussi de ce combat. Votre présence signifie votre engagement. Vous êtes des relais de ces questions. Votre travail participe à l'alimentation des réflexions, il y a la production de données et aussi permettre de faire évoluer nos dispositifs. Donc c'est très important cette cohésion, à la fois sur la diversité, mais pour faire bouger des lignes, en sachant que par exemple au sein du département de médecine générale, moi je suis arrivé maître de conférence associé au département de médecine générale par la petite porte, parce qu'à un moment Bernard Guay, à force de me voir toujours m'agitant en disant si les Bordelais vous faites pas quelque chose, vous êtes vraiment des brels, parce que des fois je peux avoir des rapports un peu disant mais c'est pas possible que vous ne montiez rien sur ce sujet qui est un sujet majeur de soins de santé primaire. Et à un moment il m'a dit bon Christophe, viens présenter ton truc là, et puis voilà, ça s'est fait totalement comme ça, sous une sorte de répétition un peu obsessionnelle, faut y aller, c'est un combat. Alors, moi, je suis allé regarder un peu les thèses de médecine G, de manière assez simple, parce que vous avez bien entendu hier que qu'est-ce que c'est que la précarité? C'est les migrants, c'est les gens à la rue, c'est les pauvres, c'est les travailleurs pauvres. Très compliqué. Donc, moi, j'ai tapé de manière assez simple et je vais vous donner un petit peu les résultats de ma recherche. Alors, sur la filière universitaire de médecine générale, pour vous dire quand même, les choses bougent. Au sein du congrès, on arrive à avoir une session ou un atelier sur la santé précarité. Hein, au milieu des statines, de tout un ensemble de trucs. La médecine G a besoin du pied biomède, hein, c'est capital, parce que c'est ça qui donne les médailles, mais on est un certain nombre à revendiquer cet axe médico-social, ce pied médico-social anthropologique. On n'est pas particulièrement entendu. Hein, je vous le dis tout de suite, on est minoritaire, mais on est extrêmement tenace. Donc on est un petit réseau, il y a des chefs de clinique qui sont très motivés, il y a des départements de médecine générale qui en ont fait un de leurs axes prioritaires. Ça vient. Je vous parlais hier du congrès de Bordeaux, donc moi je suis président du collège des généralistes enseignants d'Aquitaine. Bon, je le suis parce que personne ne voulait l'être, hein, je vous rassure. Mais comme je le suis, bien sûr, j'occupe l'espace en espérant que le congrès de novembre 2020 ait cet axe inégalité sociale et territoriale. Bon, vous imaginez bien que je ne vais pas les lâcher comme ça, mais c'est pas gagné encore, hein, c'est pas gagné. Donc la filière, au sein de la filière de médecine générale, il y a vraiment des militants de la chose qui produisent de la donnée. Sur la question de la recherche en soins de santé primaire, je pense qu'il y a cette vocation de comprendre comment on rentre, quel est le premier niveau d'entrée dans le soin. Il faut arrêter de croire que, c'est un truc qui m'agace, les médecins généralistes sont au cœur du dispositif de soins. C'est pas vrai, c'est les patients qui sont au cœur du dispositif de soins. Et nous, on est peut-être les acteurs de proximité, un peu les plus près d'eux, et encore, parce que maintenant ils zappent entre différents acteurs. Donc les acteurs du soin de santé primaire, ce n'est pas que les médecins généralistes, c'est aussi les pharmaciens, c'est les infirmiers, c'est aussi des acteurs de médiation de santé qui permettent à la personne d'entendre la première demande de santé. Donc arrêtons de penser que les médecins généralistes sont au cœur de tout, ils sont là au milieu du dispositif. La seule qualité qu'on peut avoir des médecins généralistes, c'est que les gens, globalement, nous ont choisis. Donc, ce qui n'est pas le cas du travailleur social, rarement, et de plein d'autres acteurs dont ils sont captifs, particulièrement les pauvres. Donc, nous, les gens nous choisissent. Et vous savez le truc, hein, va voir mon médecin généraliste, parce que c'est le meilleur. Celui d'à côté, il est complètement nul. Le mien, il est bon. Et pourtant, des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Un autre truc à Bordeaux, c'est à peu près 160 internes par an. Donc c'est 160 thèses. C'est pas rien. On sort pas mal de thèses sur ces sujets, mais on n'est pas en tête de gondole. Alors, donc j'ai tapé un peu sur SudDoc, santé précarité. À peu près en 15 ans, vous avez 150 thèses, à peu près 160 thèses qui sont sorties sur le thème santé-précarité. C'est pas énorme. Ça correspond peut-être à 5% des thèses, 5 à 10% des thèses. C'est peanuts, hein.
Les têtes de gondole qui sortent, bien sûr, c'est Paris, c'est les universités parisiennes qui sortent le plus de diplômes. Et vous voyez de thèses sur ces sujets. Vous avez Grenoble, Toulouse et Montpellier qui sont en deuxième ligne. Et après Bordeaux, on arrive derrière. Alors quand vous tapez Bordeaux, c'est assez rigolo parce que vous voyez les militants, donc les Grenoblois, vous avez entendu, Pierre Micheletti de Grenoble. Toulouse, il y avait toute Pascal Etchekandi. Montpellier, Vincent Fauchère sur le bouquin La santé des populations vulnérables. Et Bordeaux, Adam, je dois en fournir un certain nombre. Donc c'est quand même issu, c'est totalement lié à quelques acteurs qui sont un peu des activistes. Si vous enlevez ces acteurs, je pense que la chose diminue. On voit uniquement monter le nombre des thématiques depuis 3-4 ans. Pourquoi ? Alors, ça, c'est le truc qui m'agace totalement, mais c'est la réalité. C'est qu'on a une filière universitaire et que globalement, il y a de la production de données sur santé-précarité. Donc, il y a des chefs et potentiellement des MCU qui vont sortir avec cette petite connotation. Donc, l'étiquette universitaire santé-précarité tire la filière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très important d'universaliser ces sujets, de cette évolution, de le faire passer de la militance à une sorte de savoir académique, parce que ça lui donne sa légitimité. Et ça doit se traduire par des communications, des publications, etc. Donc vous êtes, d'une certaine manière, un peu les responsables. Ah ouais. Il n'y a pas que nous. Alors, qu'est-ce qui sort de la pathologie ? Alors, le cancer, le diabète, le cancer du col, les Lillois, on fait pas mal de trucs là-dessus. Beaucoup de choses sur MG et population précaire, pourquoi on prend pas, comment ça s'organise, le truc très nombriliste de pourquoi ils le font. Alors, il y a ou les médecins qui s'interrogent sur leur pratique, mais c'est souvent, en médecine générale, les sujets de thèse, c'est les gens extérieurs qui disent mais pourquoi ils ne le font pas ? Et ils disent mais pourquoi les médecins généralistes ne font pas ça ? C'est le grand questionnement, pourquoi on n'oriente pas, pourquoi on ne fait pas de prévention, pourquoi on ne fait pas de dépistage des violences, etc. Donc les mecs nous observent pour essayer de comprendre ce qui bloque. Un troisième sujet sur les repérages et les scores. Ça, c'est le grand truc avec le score EPIS qui ne marche pas. En soins de santé primaire, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, voilà, ça ressort. Trouver les scores de repérage, un sujet qu'on a abordé, réabordé, sur comment on peut sentir ça. L'évaluation, il y a quelques tests sur les évaluations de dispositifs, particulièrement les Parisiens sur les réseaux de santé, Créteil avec El Ghazi et tout ça. Donc, comment on évalue des prises en charge spécifiques. Et bien sûr, tout un truc sur le parcours et le continuum de soins. Quel est le parcours des patients dans le système de santé. Alors moi, j'ai essayé de vous mettre, à mon avis, les 3 grands thèmes qui me paraissent fondamentaux pour la médecine G, pour les soins de santé primaire. La question de la vulnérabilité, parce que moi, je pense que c'est un point central. Il faut arrêter de parler de précarité, qui est une question sociale, une question politique, et pour nous les soignants parler de la question de la vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que ça permet d'abandonner le sujet d'une population. On peut être, un certain nombre ont déjà entendu le dire, on peut être une vieille dame à Neuilly-sur-Seine et s'appeler Liliane et être très vulnérable à un moment de sa vie. On peut être un Rome dans un camp bordelais ou parisien et être tout à fait autonome et en confiance. Ce qu'a dit Caroline Chen hier, c'est cet rapport à la confiance et la capacité à saisir les opportunités, qui est peut-être un élément. Donc, arrêtons de parler de précarité, qui est un débat social. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre la pauvreté, tout ça, c'est un autre sujet. Mais pour nous, les soignants, de se dire comment quelqu'un, du fait de ces éléments de vulnérabilité, est impacté dans l'accès aux soins, dans l'observance d'une pathologie chronique ou dans son accès à la prévention aux soins. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a un vrai sujet. Le deuxième élément, c'est bien sûr la question des parcours, avec tout ce qui fait le bas seuil, la négociation, la médiation, les approches délibératives, les paramètres psychosociaux, comment on les intègre. Comment on rentre ça ?
Moi, un truc qui me traumatise, pas qui me traumatise parce que j'ai du mal à être traumatisé, mais par exemple, c'est la question comment les médecins généralistes, vous savez qu'on a une rémunération aux objectifs de santé publique. Ok ? Aujourd'hui, un médecin il gagne de l'argent parce qu'il s'occupe de personnes âgées, de gens qui ont la CMU, de patients ALD. Aujourd'hui, un médecin généraliste, il va être payé plus parce que son patient diabétique fait 2 HbA1c, 2 dosages d'un marqueur biologique pour l'équilibrage de son diabète. Mais ce patient qui fait ces 2 HbA1c, ce n'est pas le patient le plus difficile. Je vais être payé pour celui qui est le plus simple, le plus difficile, c'est celui qui ne le fait pas et pour lequel j'ai dépensé de l'énergie pour l'accompagner à le faire peut-être dans 2-3 ans. Donc il y a quand même des gens qui ont pensé que la qualité des soins envers cette population, vous voyez ce que je veux dire, on passe totalement à côté de l'enjeu. Mais pourquoi? C'est parce que nous, on a été incapables de produire une donnée pour expliquer quelle était la complexité de notre activité. Ça, c'est notre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité des tutelles. Bon, en tout cas, là-dessus, il y a quelque chose. Et après, ce qu'a dit Marie-Thérèse, c'est tout ce qui est enquête-action. C'est évident que je fais, j'évalue l'initiative de terrain. Dès qu'on peut l'évaluer, c'est quand même le top. Et il faut se lâcher, même si c'est pas hyper élaboré. Alors, je reviens sur les questions de vulnérabilité, parce que je vends ma sauce, moi. Je vous rappelle qu'il y a 2 éléments de lecture des vulnérabilités. C'est qu'on est vulnérable parce qu'on est dépendant à un produit, à un autre, à un handicap, parce qu'on est dépendant. Donc ça, c'est un critère de zone rouge. On est dépendant parce qu'on n'a pas de droit. Donc c'est toute la question des ouvertures des droits, voilà, des droits. Si j'ai pas de droit, je suis fragile. Le 3e élément, c'est l'habitat pathogène. Et n'oubliez pas les questions de recherche sur tout ce qui est la question de la précarité énergétique, qui est un enjeu majeur au regard des évolutions environnementales. C'est-à-dire, je vis dans un truc pourri, je peux cramer, l'été fait trop chaud, l'hiver fait très froid. C'est quand même un élément. C'est toute la question des propriétaires pauvres. Je suis fragile, vulnérable parce que je suis l'objet de violences ou je subis des violences scolaires, familiales, au travail, les violences policières, donc tout ce qui est de l'ordre de la violence et de lien du symptôme à la violence, c'est majeur. Et je suis vulnérable parce que j'ai un problème de communication, mais parce que je suis sourd et muet, parce que je dirais je suis schizophrène et que la communication avec un schizophrène c'est pas facile et l'accès aux soins somatiques d'une personne délirante ou avec une communication particulière c'est difficile, les étrangers bien sûr, etc. Donc c'est 4-5 éléments de vulnérabilité. Et on ne peut pas analyser la vulnérabilité d'un individu sans le mettre en parallèle à ses capacités. Ce qu'a dit Caroline Chen hier sur la confiance. Moi je mettrais vraiment là-dessus. C'est les capacités. Et les capacités, c'est quoi? C'est l'empathie. Je veux dire, le SDF qui crée l'empathie, eh ben, on le gère beaucoup mieux que celui, le beau, moi je pense à certains, quand j'étais allé aider les yeux bleus sympathiques, eh ben, je veux dire, on donne plus. La question de la modération, on en a parlé sur l'alcool. Je peux rentrer dans un dispositif sans moins picoler ou en passant de 12 à 9 bières. C'est beaucoup plus simple que celui qui ne se modère pas. Et la question de la spiritualité, là, ce soir on a une thèse sur ce sujet à 18h à la fac. C'est-à-dire c'est la question de rapport à un idéal. La spiritualité, ça peut être une question laïque. Enfin, c'est pas purement une question religieuse. La question d'un rapport à un idéal. Et ça, c'est 2 données, vous voyez, on élargit le champ, on sort de la question purement sociale et on rentre dans une question plus globale de l'analyse d'un individu. Qu'est-ce qui peut à la fois être un élément de ses fragilités, de ses vulnérabilités, et aussi tout ce qui est ses capacités d'agir, donc en quoi je vais pouvoir être un levier pour développer son pouvoir d'agir, ce qui a été dit hier. Bon, je vous le mets comme ça, mais lâchez-vous. Voilà, donc 3 axes. Tout ce qu'a dit Marie-Thérèse, c'est évident qu'à mon avis, toutes les formations qui vont pouvoir être interdisciplinaires, on en a besoin. Tout ce qui nous permet de rentrer dans la complexité, on en a besoin. Comment on gère le dialogue de nos oppositions quand on a des situations difficiles pour lesquelles il faut prendre des décisions, parce que discuter
c'est fait aussi pour prendre des décisions. Et les décisions, parfois, c'est de retourner dans un squat, c'est vivre à la rue, c'est laisser dans un appartement pourri, on en a parlé dans certaines situations, accepter le retour à la rue, et accepter la mort à la rue. C'est des sujets extrêmement violents, mais pour lesquels, parce qu'on est des professionnels et qu'on les analyse de manière un petit peu précise, on pourra prendre des décisions qui seront les plus cohérentes, à la fois pour l'individu et pour l'idée qu'on se fait d'un système de santé qui doit maintenir cette vision de l'équité, de la solidarité, parce que c'est une valeur forte, je dirais que c'est une valeur forte républicaine et sur laquelle il faut qu'on soit, nous, professionnels, extrêmement exigeants. Voilà.